Amateurs de castagne ou ceinture blanche en cinéphilie, bienvenue dans Kimura. Chaque épisode, seul ou accompagné, on s'attaque à un film de baston pour le mettre dans les cordes. Au programme, notre avis avec et sans spoiler, des anecdotes de tournage, une analyse plus ou moins profonde selon l'état de nos neurones et parfois une chronique ou un quiz pour pimenter le tout. Enfin, on conclut le podcast avec une recommandation culturelle du moment. Et tout de suite, l'épisode spécial Noël. Salut les filles! Que se passerait-il si vous ne vous souveniez plus de votre véritable nom, de votre premier baiser, de vos derniers adieux? Je me rappelle plus. Et si, tout à coup, Oh, mais j'ai déjà fait ça! Je suis chef! sans prévenir, Donne-moi autre chose, vite! Du céleri, des oignons. tout votre passé Je m'appelle Charlie, je suis de retour. vous revenait en mémoire? Ce monsieur va m'aider à trouver des réponses. Tout ira bien, tu verras. Votre vrai nom est Charlene Elizabeth Baltimore. Ça y est, les problèmes commencent. Vous tuez pour le compte du gouvernement américain. Nous avons 24 heures pour la trouver et la tuer. Charlie Baltimore est toujours vivante. Qui êtes-vous? Je suis Charlie, l'espionne. La première fois que je vous ai vu, vous étiez une espèce de petite bourgeoise bon chic bon genre. Et maintenant, vous dameriez le pion à des marins embordés. Vous pouvez m'expliquer? Par le scénariste de L'Arme Fatale et le réalisateur de Cliffhanger, Gina Davis, Samuel L. Jackson. Au revoir à jamais. Le nouveau film de Renny Harlin. Donc on se retrouve pour ce 5e épisode de Kimura, un épisode spécial Noël. Ce n'est pas moi qui ai choisi le film, c'est mon compère de toujours Théo. Donc Théo, comment tu vas? Salut Raph, ça va et toi? Ouais, j'ai choisi le film que j'avais jamais vu avant ce podcast. Donc on cherche un film d'action qui se passe en période de fête. On est parti là-dessus et puis j'ai hâte d'en parler avec toi. Ouais, bah écoute, moi je vais très bien. Je ne connaissais pas le film, je pense que j'avais déjà entendu parler du film. J'ai 2-3 références liées à ce film, mais j'étais pas au courant que justement ça venait donc de Au revoir et à jamais, ou Souviens-toi Charlie au Québec, ou The Long Kiss Goodnight aux États-Unis. Alors, c'est un film qui est réalisé par Renny Harlin et qui va raconter donc l'histoire de Samantha Kane, une femme amnésique depuis 8 ans qui avait été retrouvée sur la plage sans mémoire et qui devient donc institutrice. Elle vit sa vie avec sa fille Kathleen et son compagnon Al dans une petite ville, et c'est vraiment la famille modèle américaine, une famille qui est donc filmée pendant la période de Noël, donc tout se passe pour le mieux. Mais il va se passer quelque chose de particulier, c'est que durant un trajet en voiture, Samantha va faire un accident et petit à petit, déçue de cet accident, elle va commencer à regagner la mémoire et se rappeler de sa vie passée. Et à l'époque, avant sa crise d'amnésie, c'était une tueuse professionnelle. Et petit à petit, le personnage de Samantha va se transformer donc en Charlie Baltimore, qui est une assassin donc professionnel, et bien entendu va se mêler à tout ça des personnages secondaires plutôt sympas, toute une opération d'assassinat qui avait été avortée à l'époque et qui donc doit se poursuivre maintenant, des méchants plus ou moins iconiques et d'autres un peu plus oubliables, et donc tout ça va se mêler pour nous offrir quelques scènes d'action plutôt sympas, et voilà, un final un peu grandiloquent avec des cascades en camion, les chutes du Niagara, enfin bref, voilà, le film a plein de promesses et elle les respecte plus ou moins, et globalement c'est de ça que va parler le film. Finalement, c'est un peu le Jason Bourne des années 90. Un peu, ouais. Voilà, et pour faire simple, au casting, on a notamment Gina Davis, mais aussi donc Samuel L. Jackson, parce que je sais qu'on a Brian Cox. Brian Cox, ouais, donc qui est un peu le mec qui a formé du coup notre tueuse en série. C'est On ça. l'a vu dans 3, Ouais, dans moi, X-Men aussi, il me semble. ouais, et si vous le connaissez, je pense aussi parce qu'il a joué dans Succession Oui, Succession, dernièrement. ouais. Et sinon, donc il y a Craig Birko, Je Ivan connaissais pas Zima. du tout, moi. Ouais, Craig Birko, je connaissais pas du tout. D'ailleurs, c'est presque sa performance, moi, j'ai pas été très convaincu, mais... Voilà, donc pour faire simple, Craig Birko, c'est le méchant Timothy. Bon, après, on a d'autres méchants, bref. Mais les personnages qu'on va majoritairement suivre, donc, ce sont Gina Davis et Samuel L. Jackson, dans un buddy movie typique des années 90. Donc, par rapport à ce film, il est produit par la New Line Cinema. Et la New Line, une petite anecdote, c'est que c'est un studio de production américain qui a commencé justement à produire des films dans les années 60, et c'était beaucoup de films d'auteur, donc disons des films qui avaient un regard assez particulier au niveau de la réalisation, c'est pour ça qu'on appelle ça un film d'auteur, et c'est des films qui généralement ne sont pas interchangeables. Là, aujourd'hui, on va parler d'un film
qui coche beaucoup de cases, de choses qu'on a envie de voir dans un film d'action. Donc c'est un peu marrant que la New Line produise ça, alors qu'initialement elle était sur des films d'auteur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, ce film, il est produit par Renny Harlin. Et Renny Harlin, donc, c'est un mec qui a réalisé Freddy 4. Donc, je sais pas si toi, tu connais un peu les Freddy. Je connais un peu l'univers, je les ai jamais vus, mais je vois ce que c'est, je vois de quoi ça parle. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga qui commence avec un film de Wes Craven, qui est aussi le papa de Scream, et où on a ce croque-mitaine, Freddy, qui est mort et qui va hanter le rêve des jeunes adolescents et qui va les tuer dans leurs cauchemars. Je vous parle de ce Renny Harlin parce que donc c'est le réalisateur du film Au revoir à jamais, et donc c'est aussi le réalisateur de Freddy 4. Et pourquoi je vous parle de Freddy? Parce que Freddy est le premier grand succès commercial de la New Line, et donc New Line Cinema a eu, à partir des années 84, il me semble, avec le premier Freddy, a justement eu ce succès avec le cinéma un peu de genre, le cinéma bis. Et à partir de là, ils vont commencer à produire beaucoup plus de films, on va dire, grand public. Et donc, quand on arrive au 4e Freddy, on fait appel à Renny Harlin, qui a une manière un peu particulière. Alors déjà, dans un premier temps, juste de réanimer Freddy. Après, je vous promets, on va parler vraiment du film, mais là, je voulais faire cette petite parenthèse. Donc, dans Freddy 3, Freddy, spoiler, est mort. Et donc, dans Freddy 4, il faut le faire revenir à la vie. Et pour ça, Renny Harlin a une idée brillante. C'est filmer un chien dans une décharge publique qui va pisser des flammes sur le sol, et ça va réanimer Freddy. Ça t'a donné envie de le voir, j'espère. Clairement, oui. Je voulais aussi parler donc de Renny Harlin parce que c'est le réalisateur de Die Hard 2. Et si vous voulez un peu plus de contexte et de lore sur le podcast Kimura, à la base, j'avais proposé des films à Théo, et dans ces films-là, il y avait Die Hard 2 parce que je trouvais qu'il y avait cette atmosphère un peu Noël, un peu enneigée. Mais Théo m'a donné un contre-kems, il m'a dit « non, on va regarder Au revoir à jamais ». Et finalement, c'était une très bonne idée, je pense. Ouais, c'est une bonne idée. D'autant qu'on en a déjà parlé, mais on aimerait bien faire des épisodes sur des sagas complètes. Donc, je trouvais ça un peu dommage d'enlever Die Hard 2 comme ça directement. Et puis, oui, et puis c'est ça. On a pris un autre film qui se passe en période de Noël, fait par le même réalisateur. Donc, c'était une bonne alternative, je trouve. C'est clair, comme ça, tout se rejoint finalement. Et puis, je vous parle un peu de cinéma bis en début d'épisode. C'était justement parce que Renny Harlin, je trouve que dans sa mise en scène, on va en parler, c'est un gros bourrin. Et il met pas mal de sang, il y a pas mal d'effets un peu gore dans ses films. Déjà, dans Die Hard 2, je trouvais qu'il était plus crade que le 1. Il y avait notamment une scène où un mec se fait arracher l'œil, je crois. Beaucoup de violence gratuite, un truc pas mal présent dans les années 80 et 90 au niveau du cinéma d'action. Clairement, ouais. Et un truc qu'on verra un peu moins dans les années 2000, 2010. Je trouve que ça s'atténue. Oui, on est plus sur... moi, je trouve on arrive à l'avènement des effets spéciaux, donc on est moins dans les films d'action, en tout cas, on est moins dans la bagarre et en tout cas le sanglant, je trouve. Ouais, il y a moins d'effets pratiques, on va dire. Je pense qu'aussi, c'est parce qu'on part sur d'autres codes aussi, je pense. Clairement, on essaie d'ouvrir le cinéma d'action peut-être à d'autres gens, je sais pas trop. Au sujet de ce film, moi, j'avais pas grand-chose d'autre à dire. Est-ce que toi, tu voulais peut-être remettre un peu de contexte là-dessus? Ou tu veux qu'on parte directement un peu dans un petit avis sans spoil? Et je dirais surtout que, pour ajouter, réalisateur, il a fait aussi un film, du coup, avec Gina Davis, déjà, avant ce film-là, du coup, qui s'appelle L'île aux pirates, que j'ai pas vu. Et oui, tout à fait. T'as l'anecdote sur ce film? Ouais, non, j'ai pas l'anecdote. Tout ce que je sais, c'est que ça a été un échec, de ce que j'ai vu, un échec commercial cuisant. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, Gina Davis et Renny Harlin étaient en couple à l'époque. Oui, ok, oui, mais ça, j'ai l'anecdote, ouais. Et donc, ce film-là, suivi d'Au revoir à jamais, qui ont été deux échecs commerciaux, ont aussi enterré le mariage Ouais, et leur carrière un peu aussi au passage. Pour parler du casting, moi, en fait, je l'ai reconnu directement. Donc, c'est pas une actrice que je connaissais. Je la connaissais un petit peu sur Thelma et Louise, comme ça, de vue. Et parce que le film, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Mais moi, où je l'ai vraiment découverte, c'est dans La Mouche. Tant je suis pas trop SF, mais que je conseille. C'est un film de Cronenberg. J'ai pas apprécié tous ces films. En tout cas, La Mouche, c'était vraiment, pour moi, une découverte. Je pense que ça m'a fait rentrer un peu plus où j'ai eu moins de jugement sur les films de SF grâce au film La Mouche, tu vois. Pour juste ceux qui connaissent pas La Mouche, même si c'est vraiment très connu, il n'y a pas de honte à pas connaître, c'est un scientifique qui va créer une machine pour se téléporter. Le concept, c'est de rentrer dans un pod, une genre de cabine, et on est dématérialisé, et en fait, on va réapparaître dans la cabine numéro 2. Et en faisant la démo, le scientifique qui est joué donc par... c'est scientifique. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ouais, donc, exactement. On a un Jeff Goldblum au sommet de son sex appeal. Oui.
qui va donc se téléporter et pendant le processus, il y a une mouche qui va aussi rentrer dans la cabine et donc petit à petit, on va voir ce personnage de Jeff Goldblum qui va se transformer en mouche avec des effets pratiques encore une fois, et on va jouer énormément sur le body horror, la transformation, de toute façon c'est des tropes et des marottes que Cronenberg il va traîner tout au long de sa carrière. Et globalement, c'est à la fois un film d'horreur fantastique, un peu science-fiction, et en même temps un drame d'amour, voilà, un peu shakespearien, on pourrait dire. Et donc les deux se mélangent, et c'est un de ses meilleurs films en vrai. Hein. Ouais, clairement, oui. Donc, Au revoir à jamais. Oui, donc c'est un film des années 90, comme on le disait, qui sort en 96. Moi, je trouve, je vais vous parler globalement de mon avis, hein, c'est que c'est un film qui est très classique dans sa structure et dans ce qui compose son film, mais qui a quelques originalités, notamment donc la présence de Charlie Baltimore, donc le personnage féminin principal. Donc déjà, c'est un personnage féminin burné, c'est quand même cool à voir, sachant que dans notre podcast, on va essentiellement parler de mecs, parce que le cinéma d'action, c'est un cinéma d'hommes la majorité du temps. Et là, pour une fois, on a donc cette femme qui donc a un ajout assez sympa. Et on a toute la dynamique buddy movie, donc les films de copains un peu à la L'Arme Fatale, avec donc Samuel L. Jackson, qui en plus c'est le Samuel L. Jackson des années 90. Donc c'est vraiment... le prime. C'est le prime, c'est le sommet, c'est peut-être même avant c'est clairement avant qu'il se parodie et qu'il ait vraiment conscience de qui il est et qu'il reprenne un peu toujours les mêmes frasques. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai bien aimées. Puis à côté, je trouve quand même que le film, il a pas mal de faiblesses. Il est quand même, je trouve, assez long. Peut-être trop long pour son bien. Il y a des scènes d'action qui sont quand même très chouettes, mais d'autres beaucoup plus oubliables. Donc on a, je trouve, du bon, du moins bon. Pareil, c'était un film à la base, je pensais qu'il allait beaucoup plus reposer sur Noël. Oui. Finalement, pas trop beaucoup au début, je trouve. J'étais un peu déçu. C'est ça. Donc moi, mon avis un peu sans spoil sur le film, c'est... en vrai, en ayant vu ce film, c'est vraiment un peu pour ce genre de film que j'imaginais qu'on faisait ce podcast à la base. Donc vraiment, on est dans un film d'action un peu oublié pour le coup, qui est pas parfait. On est vraiment dans les années 90, quoi. Il y a cette patte des années 90. Et c'est souvent ça, quand on a eu un film, il y a plusieurs films comme ça, bon là j'en ai pas en tête, mais qui n'ont pas trouvé de succès au moment où ils sont sortis et qui sont devenus cultes par la suite. Bon, on n'en est pas au culte non plus pour Au revoir et à jamais, mais voilà, il a été un peu, comment on pourrait dire, réhabilité avec le temps par le public. On est vraiment dans ces années 90 où l'action elle est stylisée, un peu folle, avec des personnages qui ont quand même du fond, une personnalité, parce qu'on parle de sujets quand même intéressants, même si on rentre pas dans le détail, mais il y a tout ce côté changement sur la personnalité. Par exemple, on pourrait associer ça aussi à la schizophrénie, etc. Bon, là, c'est de l'amnésie. Et moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est ce qui est typique de ces films des années 90, c'est l'énergie du film. C'est rythmé quand même. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu long, mais voilà, quand l'action, en tout cas, s'enclenche, c'est très rythmé. Cette complexité, entre guillemets, entre les deux personnages qu'il y a, de cette femme qui a sa vie depuis qu'elle s'est réveillée de son amnésie et sa vie d'avant. Elle joue surtout un rôle à contre-courant, quoi. On l'avait jamais vu dans un rôle aussi d'action où elle joue dans Thelma et Louise, etc. Elle a d'habitude des rôles qui sont plus féminins, comme tu disais tout à l'heure, plus féminins aux yeux du cinéma. Donc c'est vraiment cool. Je trouve qu'elle joue vraiment bien. Elle doit jouer deux personnalités totalement différentes et je trouve qu'elle s'en sort bien. Et puis t'as Samuel L. Jackson qui vient ajouter sa petite touche. Voilà, dans le buddy movie, c'est le mec un peu loufoque, un peu drôle, typique. On va le revoir faire ça plus tard, hein, dans Die Hard 3 par exemple. Et d'ailleurs, moi j'ai regardé le film en VF, la voix, je peux retrouver, mais c'est... Ouais, Die Hard 3, c'est un an avant. Voilà, pour moi, il joue presque le même rôle, quoi. À la différence que dans Die Hard 3, c'est moins paumé. Donc là, on a vraiment ce gars un peu paumé, quoi, qui est un ancien flic et qui est maintenant détective privé. Il a des failles, il a des doutes. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu de relief. C'est pas juste le gars qui est là pour faire rire, quoi. Mais c'est très subtil, on le voit à certains moments dans le film, mais il apporte du fun aussi au film, etc. C'est ça. En fait, il y a une dynamique donc entre ces deux personnages où, au début du film, c'est lui qui a les clés en main, c'est lui l'homme expérimenté, et petit à petit, quand justement le personnage de Samantha va se transformer en Shirley Baltimore, c'est elle qui va prendre la main sur l'action, c'est elle qui va prendre justement les clés de la maison et qui va instaurer son rythme. Et Samuel L. Jackson qui passe finalement du rôle de mentor à celui de sidekick, ce qui est assez bien, je trouve, amené. En parlant de ça, tu parlais aussi de cette esthétique, cette patine des années 90. Il y a quelqu'un qui aide beaucoup là-dessus, qui aide aussi beaucoup sur le dynamisme, c'est Shane Black.
Oui. C'est lui qui, en gros, va écrire les dialogues de ce film. Il est crédité en tant que scénariste, et vous le connaissez pour L'Arme Fatale, Last Action Heroes. Moi, j'adore Kiss Kiss Bang Bang aussi. Kiss Kiss Bang Bang, ouais, c'est vraiment pas mal. Pour revenir sur Shane Black, c'est, je crois, le scénario qui a été vendu le plus cher de tous les temps, ce scénario-là, Au revoir à jamais. Parce qu'en fait, la production l'a acheté 4 millions d'euros. Oh, pas mal. 4 millions de dollars, pardon. En tout cas, à l'époque, dans les années 90, en tout cas, quand ils ont acheté ce scénario, ça s'est beaucoup moins fait ensuite par la suite. C'était, le scénario le plus cher de tous les temps, quoi. Oui, surtout que Shane Black, faut quand même se dire qu'il sort d'énormément de succès. En soi, en fait, il a fait L'Arme Fatale, donc tous les Larmes Fatales. Il a bossé donc sur Le Prédateur de McTiernan. Et après, comme gros film qu'il a fait sinon, donc c'est vrai qu'on a Le Dernier Samaritain. Et voilà, il sort de toute cette dynamique-là. Il y a aussi À la poursuite d'Octobre Rouge. Donc pareil, encore un McTiernan. Donc c'est un mec qu'on appelle vraiment pour les gros films d'action. Donc les studios, quand ils achètent son script, ils se disent que ok, on va avoir un succès à la clé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais donc, on va prendre ce réalisateur un peu burné, Rémi Harlin, avec justement tout le scénario donc de Shane Black. Donc on a vraiment beaucoup d'ingrédients qui sont mis ensemble pour avoir justement à la clé un succès. Et ouais, malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. J'ai pas le contexte de pourquoi ça a été un échec. Le film a des petits défauts que certains autres du même style n'ont pas dans ces années-là. Je pense qu'on arrive déjà un peu à la fin. On sort de toute une lignée de films dans le même style et on arrive en 96, c'est ça? En fait, le film a des défauts, moi je trouve. Des défauts qui, je pense, ont rendu le film attachant avec le temps et ce qui fait que les gens l'ont plus remarqué, en tout cas maintenant. Parce qu'on retrouve en fait des codes des années 90 qui sont maintenant un peu rentrés dans la culture comme, on reconnaît un film des années 90 pour ces détails-là, qui peuvent être un défaut sur certains films et un atout sur d'autres. Là, en l'occurrence, on les reconnaît, c'est parfois un défaut. Moi, je pense surtout, par exemple, au slow-mo dans le film. Moi, je les trouve vraiment trop présents et souvent mal réalisés. Voilà, tout le contexte on a déjà eu 3 Die Hard. Je pense que le problème, justement, de ce film, c'est qu'il vient après Die Hard 3 et que Die Hard 1 réinvente les codes sur énormément de choses et que là on a un peu je vais pas être méchant, mais on a un peu un sous Die Hard 1 sur certains aspects. Après, un Die Hard, ça reste quand même un héros qui est projeté dans un lieu particulier, qui doit se débrouiller avec les moyens du bord. C'est pas tout à fait ça, mais sur pas mal d'aspects, notamment le méchant, quand il y a les scènes de torture, ce genre de choses, on retrouve quand même des tropes qui sont donc présents notamment dans les films de McTiernan. Mais pour le coup, ouais, je pense que Die Hard 3, ça a fait énormément de mal à ce film parce que pour moi, Die Hard 3, c'est le film un peu ultime d'action des années 90 qui arrive en 95. Et après ça, je trouve en tout cas qu'il va falloir chercher de nouvelles formules qu'on va retrouver avec peut-être Speed, qu'on va retrouver avec... Point Break, ouais, un peu. Ouais, et c'est après, des nouvelles formules, ouais. Voilà, mais on est sur de nouvelles formules. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être le problème, c'est qu'il y a eu Die Hard et que c'est trop fort d'ailleurs. Surtout que, ouais, c'est sorti juste avant, quoi. T'as Samuel L. Jackson, pareil en sidekick comme dans le film. Et je veux dire... Ouais, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais Au revoir à jamais, c'est plus nul en tout point que Die Hard 3, quoi. Et Samuel L. Jackson, son rôle est... Moi, je le trouve un peu trop simplé par moments dans le film Au revoir et à jamais. Là où dans Die Hard 3, il a quand même ses petits moments de gloire. Le personnage, je le trouve un peu plus mis en valeur, alors que c'est deux personnages qui sont simples à la base, quoi. Qu'à partir du moment où Charlie Baltimore arrive dans le film, le personnage de Samuel va petit à petit s'effacer, jusqu'au point où vers la fin, on va justement lui redonner un peu ses lettres de noblesse, mais que pendant un moment, il est tourné en ridicule. Et je trouve que le début de tout ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de vannes qui sont cool, mais à un moment, le personnage est un peu un poids pour Charlie Baltimore, et il est surtout là pour lui rappeler que derrière tout ce qu'elle est en train de faire, elle a une famille et des gens qui attendent en fait Samantha et pas Charlie. Donc c'est un peu voilà ce qui peut rattacher finalement l'humanité de Charlie Baltimore. Je trouve qu'il y a des moments en fait où c'est un peu brouillon dans le film, tu vois, là où dans un film d'action des années 90, on s'attend à tout droit dans le niveau scénario, quelque chose de vachement lisible. Il y a des moments où, notamment sur les transitions des scènes, etc., tu passes... je trouve pas ça très lisible, et ce qui rend, je trouve, le film un peu long, quoi, parce que c'est un peu spécial. Moi, je trouve les changements de scène, en tout cas, je les trouve assez, entre guillemets, violents, dans le sens où, pour moi, des scènes qui pourraient être enlevées et retirées carrément du film, quoi. Ouais, quand on disait que le film il est trop long pour son bien, c'est réel parce que malgré le côté buddy movie, où on a des scènes qui sont plutôt cool. Donc par exemple, la scène où justement, quand le personnage de Charlie Baltimore a besoin de papier pour s'extrader et partir des États-Unis, et donc Samuel lui répond:
ah bah fallait le dire tout de suite, arrête-toi 2 minutes, je vais te chier tout ça dans un papier cadeau. L'incompréhension, elle illustre quand même un truc, c'est que ce film a énormément de trajets en voiture et c'est pas Training Day, c'est vraiment des trajets en voiture où on va s'enlever des vannes, on va aller à un nouvel endroit qui est globalement quelconque ou qui va nous mener à une scène d'action qui est pas toujours bien filmée, bien rythmée. Et moi, le souci que j'ai, parce que on va pas passer notre temps à le comparer à Die Hard, mais il y a un truc qui est vraiment bien dans Die Hard, c'est la gestion de l'espace. Par exemple, la scène dans Piège de cristal qui est vraiment super connue, c'est quand John McClane est dans les conduits d'aération et voilà, toute cette scène où il se déplace là-dedans, elle est vraiment bien orchestrée. Là, pour le coup, il y a pas mal de scènes où c'est pas qu'on comprend pas où sont les gens, mais je trouve que voilà, l'espace, comment est-ce qu'il est géré c'est compliqué à faire. Hein. Là, il y a pas longtemps, j'ai regardé Hard Boiled. À un moment, il y a il y a 40 minutes d'action dans un hôpital, et ils arrivent à utiliser vraiment chaque centimètre carré de l'hôpital pour l'iconiser. Là, il y a pas mal de moments. Il y a un moment dans une gare routière qui est ultra anecdotique. Ouais. Il y a une fusillade au tout début du film dans justement cette maison de la famille américaine rêvée qui est un peu cata, qui est ça, juste... faut qu'on en parle parce que il y a des choses moi qui m'ont choqué dans cette scène. Ouais, ben donc alors c'est une scène qui se passe au début du film et justement les méchants se rendent compte que Charlie Baltimore est toujours en vie et donc ils vont aller chez Samantha qui n'a pas encore elle compris qui elle était vraiment et donc va s'en suivre une fusillade que Théo, je pense, va peut-être un peu plus vous expliquer ses points faibles. Je m'arrête juste sur le seul point fort de cette scène, c'est que il y a une munition incendiaire un peu explosive qui va péter un mur. Et littéralement, Samantha, pour mettre à l'abri sa fille, va balancer sa fille à travers le mur et elle va atterrir dans la cabane sur l'arbre qui est dans le jardin. Et la scène-là est vraiment expédiée. Enfin, c'est vraiment une séquence très rapide. J'ai trouvé ça super drôle et c'était la seule chose que j'ai retenue de cette scène d'action. Ouais, bah moi, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. C'est juste, ouais, c'est ça, c'est complètement sur les scènes d'action des fois, mais complètement loufoque. En fait, le mec a un fusil à pompe à balle incendiaire, on le voit exploser l'escalier, on le voit faire un trou mais énorme dans le mur, un truc, ça fait un trou vraiment de 2 mètres par 3, elle peut jeter son enfant carrément à travers, et après ça, dans la course-poursuite, genre 10 secondes après, bah voilà, elle se bagarre avec l'agresseur, etc., et elle arrive dans la cuisine et elle se protège du fusil à pompe avec la porte du frigo, tu vois. Il y a cohérence de la puissance de l'arme, etc. Ouais, les slow-mo sont durs, là, hein. Oui, ça a très mal vieilli. Le slow-mo, quand elle jette sa fille, c'est très bizarre. C'est drôle, en fait. C'est drôle, ça en devient drôle, ouais, mais... C'est comique, pour le coup. On dirait un peu les premiers... Alors, je m'entends court-métrage vidéo YouTube des youtubeurs quand ils ont commencé à avoir du budget et qu'ils ont, tu sais, commencé à faire des effets spéciaux. Ou alors, bah, pareil, dans cette scène, à un moment, elle est projetée, pareil, il y a une espèce de slow-mo un peu bizarre. Voilà, mais ouais, moi, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, oula, c'est quoi ce film? Heureusement, il y a d'autres choses après qui redorent un peu le blason des scènes d'action, mais ouais, j'avoue que moi, le slow-mo, il m'a perturbé tout au long du film. Et ça commence à ce moment-là, quoi. Par exemple, on a un peu plus tôt avant donc cette agression chez Samantha, on a une scène où elle commence à regagner un peu de mémoire en utilisant justement des couteaux et en coupant des légumes petit à petit. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait cette scène d'action dans la cuisine où on utilise un petit peu plus les éléments de la cuisine, qui sont un peu plus sympas. Et là, c'est pas terrible justement. T'es très vite très déçu. Alors que la scène pouvait promettre, parce que si je vous donne un fusil à pompe qui explose les murs, une gamine qui est balancée dans une cabane, tu sais, ça commence bien. Le méchant, il a un œil en moins. Enfin, moi là, on m'a posé pas mal de trucs. Ok, je veux savoir ce que ça va donner. Et finalement, ça donne une baston qui est vraiment pas terrible. Ouais, surtout que, ouais, comme tu disais avant, on la voit qu'elle sait maîtriser des couteaux. Et du coup, suite à ça, on s'attend, quand il y a cette scène de bagarre, à ce que ce soit un peu sanglant et violent. Et moi, l'autre truc qui m'imaginait dans cette scène de bagarre, alors on peut l'entendre, mais elle est increvable, cette femme. Ça me dérange pas en soi. Non, mais c'est pas que ça me dérange, mais... Que ce soit Terminator. Ouais, mais c'est vraiment Terminator, quoi, parce qu'elle prend un nombre de vases et tout dans la tête, etc. Par contre, elle tue le mec qui fait 2 mètres. Bah, la somme en... Ouais, bon après... C'est typique après de l'exagération des films d'action aussi. Mais, oui, voilà, moi ça là-dessus, je m'arrête pas trop, c'est plus la manière dont c'est montré. Quand on arrive à une scène d'action, c'est après, on a mérité cette scène finalement. Et quand on arrive devant le fait accompli, c'est là où on prend pas trop de plaisir. Et je trouve que les moments où je prenais finalement du plaisir, c'était dans les dialogues écrits par Shane Black et non pas par
les différentes scènes d'action mises en scène par Rémi Harlin. C'est un peu catastrophique. Ce que j'ai bien aimé cependant de Rémi Harlin, c'est les quelques scènes qui sont un peu fantastiques, qui sont un peu des réminiscences de Freddy 4, où par exemple, on a donc, bon alors au début du film déjà, je vous dis, il y a un début du film qui est un peu clippé, avec un montage en musique, c'est un peu inquiétant d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout en raccord avec le reste du film qui est beaucoup plus fun. Déjà, il y a ça, donc j'ai trouvé ça un peu particulier, mais la New Line, elle a produit Seven un an plus tôt. Seven qui a un générique, donc clippé, ultra connu, ultra marquant, et donc là, forcément, on a voulu, je pense, faire la même chose, mais version Eco+. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Franchement, j'aurais pas fait meilleure comparaison. Pour les amateurs de Freddy, les Freddy, notamment le 3, le 4 et le 5, il me semble, j'ai plus trop la mémoire, mais c'est pareil, il y a aussi de ces moments qui sont pas tout à fait clippés, mais où par exemple, je me rappelle qu'il y avait une protagoniste qui, justement, pour combattre son insomnie, va commencer à faire une maison en bois avec de la colle et tout, une maison miniature. Et donc bref, c'est une scène un peu clippée avec quelque chose d'inquiétant, et j'avais l'impression de regarder le début d'un Freddy, je comprenais pas trop. Mais ces scènes-là, en soi, même si elles ont pas trop de rapport là au début, je trouve qu'elles sont pas mal, et elles ont des petits clins d'œil, parce qu'au début du film, on va avoir ces moments d'amnésie, donc de Samantha qui se rappelle de qui est Charlie, et on la voit un peu, téléportée alors c'est pas dans le monde des rêves de Freddy, mais on est pas loin. C'est vraiment, à un moment, on est près d'une falaise où on comprend que c'est là où il y aura tout un accident, où elle devient amnésique. Mais c'est un peu un univers fantasmagorique, je trouve, au niveau de l'éclairage, on dirait presque qu'elle est dans une peinture. Alors c'est pas aussi stylisé que ça, bien entendu, mais on est limite dans un film fantastique par moment. On voit aussi Charlie Baltimore au début du film plusieurs fois dans des reflets de miroir. On a l'impression qu'il y a comme un monstre en elle, tu vois. Il y a beaucoup de jeux de miroir, hein. Il y a même une autre scène plus tard dans le film où, tu sais, quand elle est déjà vraiment redevenue Charlie, etc. Et quand elle découvre, tu sais, le double fond dans sa valise avec toutes les armes, etc. Et là, on la voit carrément, pour moi, ça fait scène de film d'horreur, où elle se voit dans le miroir grimée avec du sang, etc. Tel un maquillage d'Halloween, quoi. C'est ça. Et avec une dague pleine de sang, quoi. Et là, on a vraiment ce côté qui est un peu fantastique, où on est limite dans un film d'horreur, quoi. Et on a ça qui côtoie donc le film d'action des années 90, buddy movie, qui coche toutes les cases vraiment du parfait, entre guillemets parfait, film d'action des années 90. Et donc c'est un peu étrange. D'un côté, je comprends pourquoi on prend Rémi Harlin, parce que, il filme de l'action, pas très bien, mais il la filme de manière très bourrine, en tout cas, très frontale. Et de l'autre, comme on sait qu'il peut faire, avec notamment Freddy 4, ces éléments un peu fantastiques, ok, je comprends que les deux se collent ensemble, pas de problème. Mais au final, le mélange, je trouve qu'il se fait pas. C'est vraiment, c'est de l'huile et de l'eau, quoi. Les deux, à aucun moment, on a vraiment l'impression de voir deux films différents. À aucun moment, les deux univers se mélangent parfaitement, je trouve. Je suis d'accord, et je pense que c'est aussi pour ça que le film est long, c'est qu'il y a des choses, comme tu dis, qui ne se mélangent pas. On dirait, en fait, un peu comme quand on dit dans le sport, faire une Dream Team, ça marche rarement. On peut prendre d'exemple, par exemple, les Galactiques au Real Madrid dans les années 2000. On a l'impression qu'ils ont essayé de reprendre tous les codes des films des années 90, que ce soit horreur, action, en fait, tout ce qui a pu fonctionner, et le mettre dans un seul film. Alors, avec parcimonie, heureusement, ils ont réussi quand même à trouver un certain équilibre, parce que sinon, je pense que le film serait inregardable, mais ça apporte aussi son autre défaut, parce que, ouais, je suis d'accord avec toi, ces scènes-là, pourtant, qui sont très bien, je trouve que c'est presque les meilleures scènes du film, mais elles n'ont pas vraiment de rapport avec le scénario et ce qui se passe dans le film, quoi. Donc, ça pourrait presque te sortir de l'action, quoi, carrément. Alice, s'il te plaît. Ton chien, Alice, ce chien et mon appétit sont malheureusement incompatibles. Mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est très simple. Ça va faire 3 heures que ce chien se lèche le derrière. Pourtant, c'est une action qui ne demande pas plus d'1 heure. Alors, je crois que ce qu'il essaye malencontreusement de déloger s'en est allé pour de bon. Ou est destiné à rester. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? J'ai franchement l'impression que du coup la New Line s'est dit on va faire notre propre Die Hard, on va reprendre le mec qui a fait Die Hard 2, donc c'est un peu le Die Hard bâtard, le cousin germain qui est entre le 1 et le 3 et cousin boiteux mais toujours mieux que le 4 et le 5 bien sûr. Et on va prendre lui, on va prendre Shane Black qui du coup voilà, on n'a plus besoin de présenter Shane Black, on va essayer de concurrencer un peu Die Hard et du coup la 20th Century Fox, et au final on se retrouve avec un truc qui est pas mauvais en soi, parce qu'il y a quand même, il y a vraiment des bonnes choses, on vous le dit, mais je trouve qu'à la revoyure c'est pas si bien que ça, quoi. Non.
côté vraiment positif pour moi, c'est toute la transformation de Samantha à Charlie, l'iconisation du personnage de Charlie Baltimore. Et d'ailleurs, moi, je connaissais en fait Charlie Baltimore de par le rap. Oui. Pour moi, Charlie Baltimore, c'était une rappeuse qui avait une relation avec Notorious Big. Je savais pas que ça venait de ce film, et je me suis dit, ok, d'accord. Il y a quelques scènes qui sont iconisées. Donc je vous parle la scène donc où elle lance sa fille dans la cabane, c'est très drôle. Mais sinon, il y a une scène que j'avais trouvée super cool où elle se fait agresser dans la rue par un mec. Oui. Qu'elle l'emmène dans une rue annexe. Samuel L. Jackson qui veut l'aider, et en fait, tu te rends compte que, et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est vraiment elle qui maintenant tient d'une main de maître le rythme du film. C'est qu'en fait, elle va tuer son agresseur, et qu'il y a 2 autres mecs entre-temps qui sont sortis, et qu'elle tue les deux, et qu'en fait, Samuel L. Jackson, lui, il est largué. La scène-là, elle est cool, tu vois. J'ai bien aimé la rue un peu crapuleuse. Mais après, on passe très vite à des choses beaucoup plus oubliables. Là, je te rejoins franchement là-dessus. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des bonnes idées, mais je trouve qu'elles sont pas forcément... Il y en a peut-être un peu trop des bonnes idées, je sais pas. Disons que tu as beaucoup de propositions différentes, mais elles sont pas forcément compatibles. Là où, par exemple, on pourrait comparer à Die Hard 3, du coup, qui est sorti l'année d'avant, où on va droit au but, mais du début à la fin, on reste dans notre ligne de conduite, mais on touche juste quasiment à chaque fois, quoi. Et là, je sais pas si des tentatives, des choses... je pense qu'ils ont voulu essayer de se démarquer aussi un peu de Die Hard. On peut retrouver aussi, rien que par les tenues de Samuel L. Jackson, il a tout le temps des tenues un peu loufoques aussi, notamment dans la deuxième partie, là... Bon, déjà, première fois qu'on le voit, on dirait qu'il est... Moi, au début, j'ai cru qu'il avait un Bob Kangol. Ouais, tu as l'impression qu'il sort de Jackie Brown. Jackie Brown, ok. On dirait qu'il sort de Jackie Brown, en fait. Clairement, même après sa tenue verte, on dirait vraiment un roi de la sapologie, carrément. Vraiment, oui, c'est clair. Il est stylé, mais c'est vrai que moi, tu vois, j'ai trouvé la tenue stylée, etc., mais j'ai pas trouvé ça très pertinent dans le film de l'habiller comme ça, quoi. Surtout qu'il est censé être détective privé et qu'il s'habille de manière hyper voyante. Il y a une scène avec lui que j'avais trouvé donc chouette, c'est justement au moment où il se rend compte qu'il n'est pas utile à Charlie Baltimore, et donc Charlie Baltimore, pour se moquer de lui, va ouvrir la porte et va le balancer. Et on a tous cette scène où, tu sais, il y a une caméra donc qui filme au-dessus donc de Samuel, qui est lui couché sur le sol, et cette caméra qui tourne petit à petit autour de lui et qui s'élève, et lui qui fume une clope. Et la scène est cool, quoi. La scène est vraiment cool. Mais en fin de compte, après, on a juste Charlie qui revient, qui vient le chercher, et hop, on passe à la suite du film. C'est ultra bizarre, en fait. Et des petits moments comme ça de gloire au niveau de la mise en scène. Il y en a un autre que j'avais noté, c'est quand donc les 2 personnages sont dans la voiture, la fille de Samantha a été enlevée, et là, d'un coup, donc on va voir le méchant. On vous en a pas parlé du méchant parce qu'il est globalement très oubliable. Mais donc c'est Timothy, je crois. Oui, Timothy, il s'appelle Timothy. Non. Timothy appelle Charlie et lui dit, ouais, voilà, bon, j'ai ta fille en otage. Et le film, il est pas très très bien éclairé, hein. Il y a 2-3 scènes qui sont un peu sympas. Et là, à ce moment-là, où on a vraiment éclairage naturel, en plus c'est dans un milieu un peu sous la neige, donc tu sais, lumière blanche, voilà. Et d'un coup, on a ce zoom sur le visage donc de Geena Davis. Cette lumière orangée, où, tu sais, ça aurait pu être sympa parce que comme on passe donc à une nouvelle partie du film, donc où il va falloir chercher sa fille et que la journée est passée, je me suis dit, peut-être, en même temps, c'est le coucher du soleil, on a l'orange du soleil qui va sur tu sais, ça crée de l'intensité, en fait, cette couleur orange qui arrive d'un coup sur le personnage. Et en fin de compte, c'est un effet qui va durer 2 secondes, qui est juste là pour, montrer la tension qu'il y a de découvrir que sa fille a été enlevée. Et après ça, on n'a plus de plans qui montrent qu'elle est stressée, et surtout on a à nouveau un éclairage banal comme au début de la scène. Et donc il y a vraiment eu juste ce moment où quoi, on m'appelle, ok, ma fille a été enlevée, et ok, très bien, allez, on passe à la suite. Et je trouve que ça, il y avait vraiment un début d'amorce de on se sent mal pour elle, et puis ça s'efface directement, quoi. Et bien surtout que je trouve ça vraiment dommage parce que pour le coup, vu sa performance en tant qu'actrice dans le film, ça aurait pu vraiment être mis plus en avant, tu vois, parce que je trouve que pour le coup, elle joue vraiment bien. À cette époque-là, on n'a pas encore eu trop d'héroïnes de films d'action, mais pour moi, elle est en avance sur des films qu'on va voir par la suite, du style Tomb Raider. Surtout Angelina Jolie qui en a fait principalement. Je pense aussi c'est avec Angelina Jolie, Salt. Au début des années 2000, en tout cas milieu des années 2000, on va en avoir de plus en plus. Et c'est dommage parce que je trouve que le personnage est vraiment bon, même il pourrait être meilleur que la plupart de ceux que j'ai vus féminins, en tout cas dans des films d'action.
dû à son acting, mais je trouve que on s'en sert pas assez dans le film, comme tu dis. Les seuls moments où on commence à ressentir de la tension ou des choses comme ça, on passe très vite à autre chose, quoi. On laisse pas trop la place aux émotions des personnages. Souvent, tu vois, la fille, elle est enlevée, on se passe, il y a des gens qui meurent quand même, etc. Elle voit quand même le mec qui l'a formée. Bon, d'accord, c'est une assassine, mais on a tout ce jeu sur deux personnalités, avec une personne, en tout cas sa nouvelle personnalité, qui était très sentimentale, etc. Et elle voit en gros son mentor mourir, qui est mort devant elle, tu sais, la scène où elle se fait torturer. Tout à fait. Et il se passe rien, tu vois, alors on aurait pu avoir un jeu entre cette nouvelle personnalité qui est triste parce que il y a quelqu'un qui vient de mourir qui est là, etc. quoi. Ce qu'elle a à la fin avec sa fille, globalement, tu vois, parce qu'au début sa fille elle s'en fiche un peu quand elle découvre sa personnalité. Oui. Pas parce qu'elle est méchante ou quoi, c'est juste qu'elle espère reprendre le contrôle de sa vie, tout simplement. Ouais, c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec toi, on a quelques images fortes, par exemple, à la fin de cette séquence de torture où elle arrive finalement à tuer donc le mec qui est en train de la torturer. Elle va libérer Samuel L. Jackson, qui lui n'était pas encore mort, mais on sent que lui aussi il a passé un sale quart d'heure, et lui il est plongé dans l'obscurité, et elle est un peu en hauteur, je crois, quand elle ouvre la porte, et il y a une scène qui est... La mise en scène, elle est vraiment chouette, parce que c'est vraiment le personnage qui arrive comme libérateur, et on a vraiment ce Samuel qui est en piteux état, on sent qu'il est nu, vulnérable, avec des plaies partout, et donc ce moment-là, il est un peu sombre, il est pas mal, et direct après, hop, on est dans la chambre colorée, donc ok, d'accord, ça contraste très bien, et on est nouveau là en train de s'envoyer des vannes à la con, à boire de la vodka, et c'est dommage parce que, en s'attardant des fois pas trop sur, par exemple, le trauma que peut avoir Samuel ou ce genre de choses, oui, je l'appelle Samuel, on est intime. Et comme on s'attarde des fois pas trop sur ça, sur leur fêlure ou quoi, alors faut pas non plus, trop en faire, déjà que le film est très long, mais du coup, on s'attache pas trop à eux. Et par exemple, le switch que va opérer le personnage de Charlie Baltimore à se dire d'un coup, ah oui, j'ai une fille. Ok, il intervient un moment dans le film, mais nous, on se dit pas, on n'est pas content que ce switch arrive. On se dit juste, ok, c'est le scénar, ça continue. Et à aucun moment, on est en train de suivre l'évolution vraiment du personnage. Ce qui est sympa, c'est la transformation de Samantha à Charlie Baltimore, mais la rédemption de Charlie Baltimore, je la trouve anecdotique. Non, je suis d'accord. Et puis même, en plus, au début du film, on voit une scène où Samuel L. Jackson est avec son fils. On suppose que c'est son fils parce qu'on n'en attend pas plus. Et on se dit c'est le scénario classique avec le père qui est flic et qui est absent parce qu'il est plongé dans le travail. On l'a vu dans des dizaines et des dizaines de films. C'est vraiment un classique du style de film d'action américain. Et on se dit forcément on va en entendre reparler du fils, ou en tout cas de voir, en apprendre un peu plus sur sa vie. On apprend très très rapidement aussi dans le film que c'est un ancien flic qui piquait un peu, un ancien flic un peu ripou, qui s'est fait virer pour ça et qu'il a un peu perdu dans sa vie. Il le dit lui-même, j'ai jamais rien fait de bien dans ma vie. Mais on s'en sert pas de tout ça en fait. Donc c'est des petits éléments qu'ils ont posés là, par-ci par-là. On rentre pas dans le détail, ça sert pas la personnalité du personnage parce qu'au final on n'en reparle pas. Et à la fin, c'est un peu anecdotique, quoi. C'est vrai que ça aurait par exemple été pertinent au moment où ils arrivent à sortir donc des mains de leur ravisseur, que Samuel s'ouvre un petit peu à Charlie et puis lui explique peut-être ses regrets en tant que père, ce genre de choses. On comprend que justement lui il est motivé à remettre Charlie dans les bons rails pour qu'elle s'occupe de sa vie, parce que lui il a des remords par rapport à ça et qu'il peut pas avoir finalement la relation père-fils qu'il voudrait avoir. Mais c'est pas très bien exploité, c'est encore une fois, c'est du gâchis, je trouve. Il y a 2-3 scènes, cool quand même, d'action décomplexée, celle où, à un moment, il y a un mec qui se prend un couteau dans la gorge. Oui. J'ai trouvé, avec le petit bruit et tout, il y a des morts comme ça, il y en a quelques-unes qui sont un peu crades. Mais moi aussi, j'avais bien kiffé. Juste avant la dernière scène, quand ils sont en train d'essayer de récupérer, du coup, la fille. Et à un moment, pour vous dire, le grand méchant Timothy va enfermer, du coup, Samantha avec sa fille dans une chambre froide. Elles vont réussir à s'échapper en faisant exploser le bâtiment. Samuel L. Jackson va être projeté, mais franchement, je pense à 20-30 mètres du bâtiment dans la neige. Et il y a un mec qui va arriver pour le fumer avec son flingue. Et lui ramasse un couteau qui est par terre, le jette comme si c'était un assassin professionnel et va lui planter en plein dans le crâne. Ouais. Et même lui est choqué de ce qu'il vient de faire. Il y a un timing comique dans la scène, je trouve, qui marche bien. Elle marche super bien. Tout l'absurde de la scène où tu sais que tout va exploser. Franchement, c'est génial. Tu m'as trouvé des bricoles à faire. Ouais. Il faut que je quitte le pays. Il me faut des faux papiers et du pognon. Des tonnes. Ah, il fallait le dire tout de suite. Arrête-toi une minute, je vais te chier le tout dans un paquet cadeau.
Ouais, c'est dommage parce que du coup, on a plein d'éléments différents, comme on vous a dit. Donc, on a des éléments qui sont un peu anecdotiques et donc qu'on aurait pu se servir. Il y a aussi des bons éléments. Moi, je trouve que les petites touches humoristiques sont quand même plutôt bien placées et timées la plupart du temps. Oui, Donc, il y a c'est des vraiment une superbes force. répliques. Hein. Il y a des super répliques, même niveau réplique. Franchement, moi, je trouve que le film est quand même... en tout cas, les dialogues sont bien écrits, je trouve. Il y a des punchlines qui sont vraiment cool, même dès le début du film. J'en ai 2 à citer. Voilà, bah, je te laisse les citer. J'arrive pas à penser, j'ai trop mal aux couilles. Et il y en a une autre qui est pas mal, c'est « Il y a pas mal de raisons de vous tuer, mais ce ne sera pas parce que vous avez inventé l'eau tiède. » Ouais, voilà. D'ailleurs, c'est en français. Enfin, franchement, ouais. même le travail. Alors, je l'ai pas vu en VO, mais les répliques en français, elles sont trop cool. Ouais, en elles fait. sont trop cool. Ouais. On en fait. Enfin, c'est comment dire. On en fait plus des comme ça, tu vois. Bah non, mais c'est ça. C'est super. qu'à l'époque, on faisait l'effort de pas faire un Google Traduction et de traduire littéralement. On essayait de mettre du contexte avec la langue dans laquelle. En tout cas, je parle pour les voix françaises. J'ai jamais j'ai jamais écouté de doublage dans d'autres langues, mais c'était la force. Je trouve, ça a toujours été la force du doublage français de savoir adapter, en tout cas, les dialogues et en tout cas au contexte français et pas avoir. Pour pouvoir notamment retranscrire l'humour, je trouve qu'on a toujours été fort là-dessus. C'est ça. Et moi, ce que je critiquais, juste pour remettre du contexte, c'est pas le fait que maintenant les comédiens de doublage français sont moins talentueux, c'est que dans les films d'action, on met beaucoup moins l'accent sur la punchline. C'est ça qui est super dommage. Ouais, clairement. Et puis je pense aussi ils ont moins les moyens et beaucoup moins de liberté dans leur travail qu'avant. Quoi. Oui, ça c'est vrai aussi. Je pense. Pour avoir regardé pas mal, que ce soit de reportages ou de témoignages de nos plus grands acteurs de doublage français, quand tu les entends, s'ils avaient une certaine liberté avant, aujourd'hui, souvent même sur les gros blockbusters, ils peuvent même pas voir les images de Skidoo. Donc forcément, c'est un métier qui a vachement évolué et je suis pas sûr que ce soit forcément toujours dans le bon sens, en tout cas pour le doublage. Ouais, malheureusement pour nous en tout cas. Je voulais parler de la cascade en camion. Il y a un moment donc dans le film où ce qu'il faut savoir donc c'est que c'est vraiment le film d'action des années 90. Qui dit film d'action dit qu'à un moment il y a le payoff, il y a le moment où on va avoir la bataille finale, la scène finale, va avoir un cadre, quelque chose de cool, de grandiloquent. Là, on a les chutes du Niagara, on a un gros camion avec une bombe à l'intérieur, on a un méchant qui va mourir mais qui va revenir en hélico. On a la totale, quoi. On a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc, il y a cette scène de camion qui va être renversé, qui va glisser sur la route. Ok, c'est cool. Après, le problème, c'est que 5-6 ans avant, il y a Terminator 2 qui sort. Bon. Moi, j'ai revu Terminator il y a pas longtemps, donc dans ma tête, j'avais vraiment la comparaison et je me suis dit, oh, c'est chaud. Par contre, je sais pas comment a été fait la scène, mais je soupçonne qu'ils utilisaient un camion miniature parce que la scène reste quand même, elle reste plausible quand je la vois. C'est pas plein d'effets 3D mal foutus. Ok, dans ce sens-là, ok, oui, elle est non, je trouve que oui, dans ce sens-là, elle est plausible. Oui, je parle moi dans la chute du camion, pas dans ce qui suit après. Et ça m'a rappelé un film que j'adore qui s'appelle Les Ailes de l'Enfer avec Nicolas Cage. Cameron Poe, c'est moi, Larkin. Salut, Larkin. J'ai eu votre message. Où est l'armée? Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ah, ils vont arriver. Dites, Poe. Est-ce que je peux rengainer? Allez-y. Et vous rengainerez vous aussi? Désolé, boss, mais je n'ai confiance qu'en 2 hommes. Le premier, c'est moi, et l'autre, c'est pas vous. Et moi, j'ai vu le making-of de ce film, et dans ce film, donc il y a Les Ailes de l'Enfer, ou Air Bagnard au Québec, ou Conner, donc aux États-Unis. C'est un film où les États-Unis ont la splendide idée de prendre les plus grands méchants de la galaxie et de les mettre dans un avion pour les faire transférer d'une prison à l'autre. Alors, dedans, il y a plein de gueules de cinéma de fou, Danny Trejo, Buscemi, bref. J'adore ce film, et à un moment, il faut forcément que l'avion atterrisse, et il va atterrir à Las Vegas parce que c'est cool. Et en fait, quand il atterrit, on va utiliser un avion miniature donc ils ont reproduit un Las Vegas miniature. Et donc toute cette scène est faite avec des effets réels, ce qui fait que ça rend la scène très plausible. Et je ne sais pas s'ils ont utilisé le même procédé. Ça sort 2 ans après, j'ai regardé Les Ailes de l'Enfer, ou 1 an après. Mais globalement, ça me semble logique. Alors voilà, je parle de cette scène parce que je l'ai trouvé cool, mais c'est pas du niveau de Terminator 2 ou Mad Max 2, on est d'accord. Mais je trouvais ça cool, j'avais l'impression que c'était un camion miniature en jouet qui glissait sur la route. Je trouvais ça bien. La scène est cool, comme franchement, c'est pas nul, mais moi, t'as ce truc-là un peu bidon de voilà, ils vont sauver du coup la fille de
de Samantha, et elle lui dit de s'enfuir, et elle, qu'elle trouve de mieux à faire, c'est aller se cacher dans le camion. Moi, elle le sait pas, mais elle se cache dans la boîte à outils du camion. Et ça, moi, ça me fascine. Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'il désamorce un peu le truc. Donc, il se lance, voilà, dans une course-poursuite avec le camion, elle perd le contrôle du camion parce que les freins sont cassés, elle est dans une descente. Donc, elle va percuter un mur, le camion va se coucher, etc. Et la fille va sortir, bien sûr, sans le moindre dommage de la boîte à outils qui est sur le côté du camion. Ça, je me suis dit, mais what the fuck, le truc. Et elle dit même, moi, c'est presque le truc qui m'a désamorcé le truc de, c'est n'importe quoi cette scène, c'est bon, ça me saoule. C'est, elle sort de cette boîte à outils, elle dit, ah maman, je me suis cogné la tête. Alors qu'elle vient typiquement de presque faire des tonneaux en camion dans une boîte à outils sur le côté, quoi. Et c'est génial. Le camion va exploser. Avant d'exploser, on a de toute façon ce combat entre Timothy et Charlie Baltimore qui est un combat mais ultra anecdotique. On va pas vous raconter tout le film, mais en gros, il sort un couteau, elle lui fait une blague sur le fait que son sexe fait 12 cm comme le couteau. Le mec tombe après 20 secondes de lutte acharnée et puis hop, il tombe dans un filet. On dirait vraiment un mauvais épisode de Takeshi Castle, quoi. C'est catastrophique. Sauf que c'est même pas à la Menu W9, il y a Vincent de Sagna qui est en train de nous faire un commentaire raciste, quoi. On n'a même pas le droit à ça, quoi. C'est vraiment juste le mec tombe, ok, très bien, puis tu sais de toute façon qu'il est pas mort parce que sa mort est vraiment là trop nulle. Il revient en hélicoptère avec un peu de sang, il va essayer de tirer sur Charlie, bref, ils font une fusillade. Je sais pas si t'as quelque chose à dire vraiment sur ce final. On a j'ai noté, il y a un Samuel Lee Jackson. Donc c'est le Deus Jackson Machina qui arrive de nulle part, il s'est pris 15 000 balles, mais il va le sauver. J'ai lu dans un article que, à la base, donc pour vous dire, un moment où ils vont récupérer la fille, du coup, dans une espèce de base où ils sont en train de préparer la bombe dans le camion, Samuel L. Jackson, à un moment, va après se sacrifier pour essayer de la sauver. On le pense mort. Et au scénario, à la base, il doit mourir à ce moment-là. Et c'est après les premières projections qu'ils ont fait revenir, ils ont retourné des scènes pour pouvoir le faire revenir à la fin et, entre guillemets, les sauver, quoi. Je trouve que le fait qu'il le fasse mourir, pareil, encore une fois, c'est un film où on essaie de te mettre des teintes sombres, mais le film est tellement cool que le faire mourir, je trouvais ça un peu dommage. Et puis on laisse pas la place aux émotions des personnages. Je suis désolé, je vais reparler de Die Hard 3, mais en fait, maintenant que je me rends compte que les films, ils ont 1 an d'écart, je me rends compte qu'ils ont essayé de pomper plein de concepts et tout. Mais les ricains, ils ont un problème avec les armes de poing, ils pensent que c'est des fusils sniper. Pause. Les ricains ont un problème avec les armes. Oui, tout court, ouais, c'est vrai, on peut s'arrêter là. On retrouve, et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours fumé dans Die Hard 3, à la fin, si vous vous rappelez du film, John McClane, du coup, abat un hélicoptère avec un revolver et 3 fucking balles. Et là, pareil, elle va fumer le type qui est dans l'hélico avec une mitrailleuse, avec une arme de poing. Moi, ça me fascine à quel point l'arme de poing, c'est vraiment leur dernier recours. Mais quand ils l'utilisent, il suffit de voir John Wick, les armes de destruction massive. Ouais, clairement. D'ailleurs, ce qui m'a fait, une petite anecdote, ça m'a fait gaulerie aussi, quand à un moment, elle est prisonnière aussi, Samantha, elle est sur la roue ils sont en train de la torturer, et qu'elle va récupérer le flingue dans le calbar de son mentor, parce qu'il en a parlé à un moment dans le film en disant, ouais, j'ai 3 flingues sur moi, un à ma taille, un au niveau de ma cheville, et un mon paquet, un truc comme ça. On a ce personnage-là du mentor, donc qui cache ses flingues, comme disait Théo. Il va mourir noyé par ses tortionnaires, donc oui, il va chercher dans le calbar du mentor le flingue. Encore une fois, on a ce mélange un peu humour, plus action bourrin, plus côté un peu sombre, mais je trouve que ça, de temps en temps, ça marche comme à ce moment-là, de temps en temps, c'est pas terrible, quoi. Autre chose à dire sur le film? Non, globalement, je pense qu'on est revenu un peu sur les points intéressants du film, donc... Pour moi, Au revoir et à jamais, ça condense vraiment tout ce que le cinéma d'action des années 90 faisait de mieux. T'as des mises en scène clippées, comme je le disais au début du film. T'as tout ce qui va être le rythme qui est imposé, qui est, malgré la longueur du film, on essaie d'avoir un rythme assez soutenu, avec un enchaînement de péripéties, des fois même un peu farfelu, quoi. Des fois, c'est peut-être même un peu trop tape à l'œil. Il y a 2-3 scènes d'action, je m'en serais passé, et je pense qu'elles sont juste là parce que il faut qu'il y en ait. L'humour, bon, je le kiffe, ça, avec Shane Black, de toute façon, généralement, ça loupe pas trop, hein. Il y a une science du dialogue qui est quand même là, qui est vraiment cool, et qui est, je trouve, symptomatique des années 90, même dans les premiers films de Tarantino et tout, on a ça, c'est vraiment cool. C'est des dialogues qui sont vulgaires, qui sont insolents, c'est un truc qu'on ne sait plus trop faire aujourd'hui, ce qu'on disait, alors vas-y, t'as besoin en fait d'une fausse carte d'identité, vas-y, pose-moi là, je vais tout chier dans un papier cadeau, et t'es là, tu te dis, mais comment est-ce que vous avez fait pour imaginer ça, c'est super cool. Mais voilà, donc à côté de ça, Rémi Harlin, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas un mec très fin, donc c'est un film qui est vraiment bourrin, frontal, t'as plein d'explosions de partout, des chutes qui sont
entre grosses guillemets, spectaculaires, hein, tout comme les cascades qui sont pas ultra chorégraphiées, mais qui sont des fois efficaces. Il y a certains petits payoffs qui sont cool, genre par exemple quand Théo en parlait, quand il y a la chambre froide qui explose et qu'on a donc tout ce truc un petit peu grand guignolesque où Samuel Jackson il est projeté, il va prendre un couteau, le lancer dans la gorge d'un mec. C'est des trucs qui restent quand même cool. L'histoire elle est ultra simple, hein. Il y a pas vraiment de twist inutile, de fin à tiroir. C'est vraiment c'est un peu un gros tout droit avec juste cet intérêt d'avoir justement ce personnage de Samantha qui se transforme en Sheriff Baltimore. Donc c'est une idée forte au départ. Le film en fin de compte il va la tenir. Des fois ça va frôler le ridicule par moment. Quand elle se coupe les cheveux, qu'elle se teint. Au début je me suis dit ça va peut-être pas très bien vieilli. Finalement le look du personnage on s'y fait très rapidement. Et je trouve qu'au final c'est cool parce que le film il pousse les potards à fond et il assume ce qu'il est. Et je trouve que par la suite, ce type de film, il va être très tourné en ridicule. Et maintenant, on est beaucoup dans un contexte où on va avoir un langage très métatextuel où le film commente en permanence ce qu'il est en train de faire. J'ai toujours cet exemple où, par exemple, quelqu'un va sortir un lance-roquette, exploser une voiture, et on a un personnage qui va dire « Waouh, c'est un fou, il a sorti un lance-roquette, il a explosé une voiture. Oui, on vient de le voir, pas besoin de le commenter. » Mais en le commentant, le film se croit malin. Et j'ai l'impression que maintenant, les spectateurs, dès qu'ils décèlent quelque chose dans un film, ils se croient malin. Alors qu'en fait, non, si tu le décèles, c'est qu'on a voulu qu'en fait tu le comprennes. Généralement, hein, je parle pas des trucs c'est un peu plus dur à analyser. Bref, on retrouve que là clairement la patte de Renny Harlin. Moi, je trouve que ça me fait du bien, voilà. Et le goût pour la démesure, pour les money shots, l'explosion, tu vois, l'action XXL assumée, c'est vraiment un truc que je kiffe. Quand on reparlera de Die Hard et tout, je pense qu'on aura tellement de choses à dire, ça va être super. Mais voilà, là on a vraiment la dynamique donc des buddy movies, c'est chouette, j'adore ça. Le duo il est improbable, les engueulades elles sont grave drôles, tu vois. Les échanges ils sont stylés, mais en même temps, t'as les points positifs avec la nouveauté, avec cette héroïne qui est mère au foyer, qui devient une tueuse professionnelle. Mais de l'autre, on a aussi toutes les limites du film. Toutes les limites aussi du genre. Parce que peut-être que Die Hard 3, c'était un petit peu ce qui a clôturé le film d'action des années 90. Comme Oppenheimer qui a fini le cinéma, peut-être que Die Hard 3 avait fini le film d'action. Une petite balle pour Nolan, c'est gratuit. Mais donc voilà, donc on a vraiment ce méchant Timothy qui est assez anecdotique. On a un développement qui parfois qui est superflu. T'as des facilités scénaristiques, en veux-tu en voilà. Hein, la porte de frigo en scénarium hein, qui permet de protéger toute personne l'utilisant. On a vraiment l'impression que il y a les rails du cinéma d'action de l'époque et qui sont grave visibles en fait. Et d'un côté, ça peut donner ce côté un petit peu doudou ou réconfortant quand on se rappelle de ces films-là, mais de l'autre, ça peut être agaçant. Et sur un film qui dure plus de 2 heures, je trouve qu'à terme, ça devient vraiment agaçant. La mise en scène, pareil, elle brille pas vraiment, donc ça rajoute à la longueur du film. On a 2-3 fulgurances qu'on avait évoquées plus tôt, mais dans l'ensemble, c'est un peu chiant. Et donc voilà, on a tous ces éléments qu'on va retrouver aussi dans les films de, Jerry Bruckheimer, les films de Michael Bay et tout. On a des trucs qui sont un peu cool. Là, on les a un petit peu, mais pas trop. Donc c'est vraiment, on n'a pas grand-chose à se mettre sur la dent en termes de surenchère et de mise en scène un petit peu cool, ce qu'on pourra retrouver dans des Michael Bay, ou quoi qu'on dise sur Michael Bay, il a à chaque fois quand même des idées de ouf pour mettre en scène ses personnages. Comme ce qu'on disait, donc trop de surenchère, des fois des seconds rôles qui sont un peu trop caricaturaux, mais malgré tout ça, pour moi, ça reste quand même un bon marqueur des années 90, quoi. Donc ça sort en 96, et je trouve que ça représente parfaitement ce que c'est le cinéma d'action à cette époque-là. T'as toutes les qualités qu'on peut retrouver dans les années 90, et t'as aussi tous les défauts. Alors honnêtement, la formule, moi je trouve qu'elle montre ses limites, et j'y avais pas pensé sur le coup, mais c'est vrai que je pense que Die Hard 3 n'y est pas pour rien, quoi. Dans tous les cas, j'ai quand même passé un très bon moment, même si j'ai chié un peu sur le film pendant le podcast. Fallait bien que ça arrive, on a fait beaucoup de films qu'on aimait traiter, voilà, on est parti sur un film qu'on connaissait moins, et ça permet aussi d'avoir pas toujours des films où on est là en mode, ouais, c'était trop bien. Puis je pense que d'un côté, l'épisode, on verra au montage et à la diffusion, mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on retrouve quand même du positif à chaque fois à dire au film. On n'est pas non plus dithyrambique sur le fait que c'est de la merde. Et j'ai quand même passé un bon moment, je crois que je l'ai noté 6 sur 10, c'est que j'ai quand même bien aimé, mais il y a tellement de choses qui m'ont agacé que j'étais obligé d'en parler là, je pouvais pas... Ouais, non, mais je comprends, en fait, c'est ça, le film est pas mauvais en soi, j'ai pas envie de le détruire, lui mettre 2 sur 10, mais il y a des trucs qui sont tellement agaçants que ça gâche l'expérience pour avoir ce truc vraiment aller être dans les meilleurs films d'action des années 90, parce qu'il y a de bons éléments, etc. Vraiment, le point positif maintenant que j'en sors aussi, c'est quand même le personnage de Charlie Baltimore, où, ok, on a quand même eu Ellen Ripley, on a eu donc Sarah Connor dans Terminator déjà avant, donc des personnages féminins forts, écrits un peu comme des mecs, on en avait déjà. Mais c'est pas parce qu'on en avait déjà qu'il faut pas en refaire, parce que des personnages masculins de films d'action, on en a des tonnes.
Donc c'est bien d'en ajouter quand même. C'est pas parce que c'est pas inédit que c'est mal. Et là, je trouve que c'est bien. Ça rajoute de la représentation. Je trouve ça cool de voir aussi des femmes dans les cinémas d'action. Donc c'est vraiment un bon point pour le film. Et puis un film avec Samuel L. Jackson, c'est toujours mieux qu'un film sans Samuel L. Jackson. C'est clair. Voilà, Théo, je te laisse conclure. Ouais, donc moi, je vais revenir plus sur ce que j'ai aimé. Voilà, on a exposé un peu plus les différents points un peu négatifs qu'on a retrouvés sur le film, donc j'ai pas envie non plus de me répéter. Voilà, pour moi, Au revoir à jamais, c'est ce que j'ai pu dire en début. C'est typiquement le genre de film qui, voilà, a pas eu le succès escompté au moment de sa sortie, mais qui a su, en vrai, trouver sa place au fur et à mesure des années, en fait, tout simplement parce que ce côté nostalgie, c'est un vrai film d'action à l'ancienne, bien stylisé, un peu absurde, mais qui est fun en fait. C'est ça, il y a ce côté toujours fun à regarder, je trouve, qui rend agréable le film. Moi, ce qui m'a marqué, du coup, on a pu l'évoquer, mais le mélange des genres, on pique à l'horreur, à l'action, au comique. Donc on a à côté de ça, et ça fait beaucoup d'éléments, voilà, c'est ce qu'on a pu dire, ça peut desservir le film, parce on a une trame presque ultra sérieuse de film d'espionnage, complot politique, avec des agents secrets, des manipulations, des meurtres, tout ce que vous voulez. Et de l'autre, on a des dialogues un peu absurdes, remplis de punchlines, des fusillades un peu what the fuck, et puis un duo qui fonctionne presque comme un film de comédie, quoi. Je veux dire, les deux se clashent comme si t'étais, je sais pas, dans 21 Jump Street, et que on a les deux acteurs qui se clashent tout au long du film. C'est un peu cette dynamique-là qu'on a, quoi. Au vu du podcast, on vous a presque que parlé des dialogues et tout, on vous a pas parlé de toute l'histoire de complot parce que ça sert à rien en fait. Et puis voilà, vous pourrez découvrir le film aussi comme ça, mais moi, Geena Davis, franchement, moi, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Ouais, clairement. Elle passe d'une mère de famille un peu paumée à être tueuse en série précise, elle est presque parfois inhumaine, donc c'est marrant, elle joue vachement bien, je trouve, le contraste qui est encore plus marqué après physiquement quand elle change de coupe de cheveux, etc. Mais elle a une vraie présence physique, même les scènes d'action, les chorégraphies, je trouve qu'elle les exécute bien. Je dirais plus que c'est les effets qui sont moins bons. Et puis ouais, c'est surtout une warrior, quoi. C'est un peu la John Wick féminine avec une mémoire perdue, quoi. Et ouais, c'est la mémoire dans la peau avant l'heure. Et c'est vrai que j'y pense rarement à ce film parce que je suis vraiment pas fan. Mais... Pareil. Et puis, gros point pour le film, Geena Davis est beaucoup plus stylée que Matt Damon. Clairement, ouais. Mais voilà, j'aurais bien aimé la revoir. Je sais pas si elle a refait des films dans ce style-là, mais franchement, belle surprise, quoi. J'aurais jamais imaginé comme ça. Samuel L. Jackson, pour moi, et c'est un peu son rôle dans tous ces rôles qu'il a eu comme ça, c'est un peu le carburant du film. Il apporte le rythme, l'humour, il a toujours un peu... Parce que c'est lui, il arrive, c'est des personnages sidekicks, mais il est pas vide non plus. Il apporte toujours un peu de relief, un peu ce côté humain. Il permet de développer un peu plus le sidekick que dans d'autres films. Et puis, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est toute la thématique sur l'identité. On aurait pu faire, voilà, elle retrouve la mémoire et on s'arrête là, mais il y a tout en fond, hein, bien sûr, c'est pas le sujet principal du film, mais ce questionnement sur est-ce qu'on peut effacer qui on est, est-ce qu'on peut devenir quelqu'un d'autre. Samantha ou Charlie, on a parfois l'impression qu'elle va devoir faire un choix entre les deux personnalités. Et au final, elle fait un peu une synthèse. À la fin, c'est une synthèse des deux personnalités à la fin du film. Moi, le plus gros défaut du film, c'est qu'il met l'accent pas forcément sur les bons éléments qu'il a mis dedans. Tous les éléments peuvent peut-être être ensemble, mais je trouve que l'accent, il est pas mis sur les bons. Et enfin, bah, du coup, on est sur un film d'action des années 90, donc faut accepter les excès, hein. Donc, les scènes d'action loufoques, j'ai parlé de la boîte à outils blindée sur le camion qui protège la fille, la grenade dans la neige. On n'a pas parlé aussi, mais scène hyper mythique quand elle embarque, il y a la grenade qui explose, elle embarque, ils sont, je sais pas, au 3e ou 4e étage, elle tire dans la fenêtre pour sauter avec Samuel L. Jackson. Et ensuite, elle tire dans la glace. Elle tire dans la glace pour péter la glace et qu'il tombe dedans. Super cool. Ça, super cool. Voilà, on a des mitraillettes à une main, on fusille à tout va. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma d'action. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on a fait ce podcast, t'as raison. Hein. Ouais, mais oui, je te dis, c'est pour ce genre de film, en fait. Plein de gens vont dire, oui, mais d'accord, je pense que plein de puristes du cinéma vont pouvoir dire, ouais, mais les films d'action, il y a ça, il y a ça. Au final, qu'est-ce qui fait qu'un film est bon? C'est est-ce que tu passes un bon moment ou pas quand tu le regardes? En tout cas, de mon point de vue. Après, on peut débattre de la technique, etc., mais le but d'un film, c'est de procurer des émotions, quoi. C'est très con ce que je veux dire, mais oubliez jamais que le cinéma, c'est un divertissement, avant tout. Alors après, il fait passer des messages, d'accord, pas de problème, tu peux passer des fois un bon, un mauvais moment, mais là, je trouve que c'était quand même vraiment chouette, il y a plein de bonnes idées, maintenant, il n'y a pas tout qui marche. Ouais, non, il n'y a pas tout qui marche, voilà. Et puis voilà, il faut prendre le cinéma comme l'offre qu'on a, par exemple, dans le rap,
Il y a des moments, je vais avoir envie de réfléchir quand j'écoute de la musique. Je vais écouter un Kerry James, un Scylla que j'adore. Et à côté de ça, des fois, j'ai envie de m'ambiancer. Et ben, je vais me mettre un Jul, ce que tu veux. Et je vais passer un agréable moment avec deux choses différentes. On peut pas avoir tout le temps envie d'un seul type de film ou d'un seul type de musique. Et il faut savoir aussi apprécier tout type. Et juste se dire, j'ai passé un bon moment, donc j'ai apprécié plus ou moins le film, etc. Et du coup, moi, si je devais donner une note à ce film, ouais, je lui mettrais, je pense, 6 sur 10 également. D'ailleurs, j'en profite. Je vais faire la pub un peu du travail que Raphaël a fait, mais il a ouvert une page sur Sens Critique pour le podcast Kimura. Vous allez pouvoir retrouver un peu les différents films qu'on a traités, etc. Donc vous tapez Kimura Podcast, c'est ça, sur Sens Critique pour nous trouver? Je pense que vous tapez juste sur Google, même sur Google vous Kimura Podcast, vous nous trouverez. Voilà. On essaiera de faire la pub dans les débuts d'épisode. Voilà, en début d'épisode. Et tout ça pour dire que moi, j'ai jamais trop fait de critiques écrites, mais tous ces épisodes m'ont donné aussi envie de me lancer. Je me dis que ça m'améliorera forcément pour les podcasts. Donc, je vais ouvrir aussi mon Sens Critique. Et n'hésitez pas à aller voir celui de Raph. Je pense qu'il pourra partager son profil. Il a déjà noté et classé pas mal de films. Donc, il y a pas mal de trucs intéressants. Je vous invite à aller voir. Moi, mon avis global sur ce film. J'ai passé un bon moment. On a des répliques qui claquent, une héroïne badass, des méchants bons un peu caricaturaux et un peu bide, on va dire. Et on a un duo principal qui fonctionne quand même bien. Donc, c'était un bon moment de cinéma et je suis content d'avoir découvert ce film. Bon Théo, tu parlais de rap, c'est l'heure des recos? Ouais, l'heure des recos, ouais. Moi je vais vous recommander un album, j'aurais pu vous en recommander deux, mais je vais en recommander un parce que je l'ai écouté là dans la voiture. C'est Bitume Caviar volume 2 de Isha et de Limsa Dolné. Donc pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Bon, maintenant pour ceux qui connaissent pas, donc Bitume Caviar, donc c'est l'association de deux rappeurs qui sont qui ont fait déjà un premier album qui s'appelait Bitume Caviar volume 1 qui est sorti en 2023. Et donc là on a le volume 2 qui est sorti en cette fin d'année. L'intérêt de ce duo là, c'est que c'est deux lyricistes du rap qui vont avoir un peu un style différent mais qui au final arrivent à avoir une excellente synergie. Contrairement au film de Rémi Harlin, on a vraiment une vraie synergie entre deux genres où on va avoir le côté donc de Limsa Dolné qui va être quelqu'un d'authentique, de très observateur. Et de l'autre, on va avoir celui d'Isha qui est plus quelqu'un qui est écorché à vif et qui va faire peut-être plus d'introspection, moins d'observation sur ce qui l'entoure, mais plus sur lui-même. En tout cas, je trouve que le duo fonctionne bien. Un album de 10 titres, il y a un seul feat, c'est Yamé, feat un peu oubliable, mais dans l'ensemble, c'est un super bon album. Si vous avez bien aimé le volume 1, écoutez le volume 2. Si vous connaissez pas, que vous n'êtes pas trop rap ou quoi, je pense que ça peut quand même plaire à certains. C'est pas du rap super joyeux, même si je trouve que le volume 2, il a des teintes beaucoup plus claires que le premier. Tu l'avais écouté ou pas du tout? Ouais, non, moi j'ai même écouté là le nouveau projet. Moi je trouve que typiquement c'est le genre de projet, si vous écoutez pas du tout de rap conscient, en tout cas de ce qu'on entend de conscient, c'est ce genre de projet qui peut vous faire un peu rentrer dans toute cette vibes là, parce que on a quand même des textes qui restent accessibles, je trouve, et notamment dans le deuxième, là je trouve il y a même, comme tu disais, ils ont apporté un peu plus de couleurs, je dirais. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et deux très très bons rappeurs, donc c'est agréable. Je valide ta reco. Ouais, je les avais vus l'année dernière en festival et franchement c'était super chouette. Donc si vous avez l'occasion qui passe près de chez vous, n'hésitez pas à aller les voir. Pour toi, Théo, qu'est-ce que tu recommandes? Pour moi, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs cette fois-ci, donc j'ai pas vraiment préparé mes recos. J'ai réservé enfin avec mon père du coup pour aller voir un concert, un artiste, enfin un groupe que j'ai envie de voir de très longtemps et qui passe très peu chez nous. Et j'ai réservé pour le mois de juillet, du coup, pour le concert de Jamiroquai. T'en avais déjà parlé, du coup. Ah ouais? T'en avais déjà parlé en podcast, mais tu peux le recommander de nouveau, Jamiroquai. Ok, j'en ai déjà parlé en podcast, ok, je me rappelle plus. Ça pique, bon, on est sur potentiellement une des dernières fois où je pourrais le voir. Je sais plus ce que j'avais recommandé, du coup, j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est un artiste que j'adore. Je vous conseille, si vous voulez découvrir l'univers et la bête de scène que c'est, je vous conseille c'est un album. Vous pouvez aller sur YouTube, il y a la totalité, mais c'est en live. Vous tapez Jamiroquai Live in Verona, vous allez découvrir un peu l'univers. C'est un concert qui envoie du pâté. Moi, je vous le dis, c'est une bête de scène. Le concert, du coup, à Vérone, en Italie, sous la pluie. Totalement, on est dans une espèce d'arène comme ça, etc. Donc, c'est sous la pluie. La scène est sous la pluie, le public est sous la pluie. Il y a une ambiance de fou. S'il danse trop bien, la musique est folle. Pourquoi j'aime précise cet album-là? Ça vient de l'album A Funk Odyssey. Donc, c'est tout un album avec des tendances de funk, en tout cas une inspiration funk, et la funk est chez Kimura, on aime la funk, hein. Ouais, ça, vous savez. On n'est pas de Lyon,
mais on aime la funk. On n'est pas de Lyon. Je suis pas bon danseur, mais j'adore la funk. Et d'ailleurs, ça me fait penser, du coup, j'y ai pas parlé, mais je voulais revenir rapidement. Dans la BO et dans le film, vous allez retrouver Au revoir et à jamais, vous allez retrouver beaucoup de sons de soul, de funk. Il y a du Otis Redding, il y a du Marvin Gaye. On est vraiment entre de la soul funk des années 70 dans la BO et du rock un peu alternatif des années 90. Le thème a été fait par Alan Silvestri, je sais pas si tu savais. Ouais, j'ai regardé. Beau gosse. Et le thème est pas mal, je trouve. Bah super, bon bah cet épisode de Kimura est terminé. J'ai apprécié enregistrer ce 5e épisode avec toi, spécial Noël. Je vais essayer de le sortir à temps, mais ça devrait le faire. On va essayer. Voilà. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Voilà, là ça y est, on est presque partout, je crois. Oh oui, je pense que là vous pouvez nous trouver, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur Deezer, YouTube. sur YouTube. On est partout. C'est la mondialisation nous a touchés là. Ça y est, le capitalisme américain. C'est foutu. C'est foutu. On est partout. On va se référencer partout. Le virus est lancé. Là, c'est vraiment la pandémie. La pandémie commence, Kimura. Donc voilà, on vous souhaite en tout cas de belles fêtes. Si vous voulez nous faire plaisir, en tout cas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Laissez aussi un commentaire. Franchement, ça nous fera très plaisir. Pour ceux qui nous écoutent en tout cas jusqu'à la fin de l'épisode. Et on vous remercie. Passez de bonnes fêtes et puis au prochain numéro. Passez de bonnes fêtes. À bientôt, Raph. Donc, salut. Et dans nos studios, venant de Pittsburgh, nous recevons Mitchell Hennessy, qui, lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée hier, a été félicité par le président des États-Unis en personne pour son rôle dans cette affaire. Vous serez d'accord pour dire que ce n'est pas rien. Bonsoir, Mitch. Merci d'être avec nous. De rien, monsieur, c'est un plaisir. Mitch, on peut dire que vous avez vécu un réveillon de Noël pas banal. Il paraît que lorsque vous avez raconté votre histoire à notre envoyé spécial qui se trouvait aux chutes du Niagara, sa première réaction a été de douter de vous. Peut-être, mais Carla oublie un petit détail, monsieur King. C'est que je suis ce qu'on appelle fidèle et constant avec les femmes. À New York, je suis fidèle et à Chicago, je suis constant.